Salut à tous, si vous nous regardez à l'instant, vous faites bien de regarder Inside America. Et pour cette autre édition, notre invité âgé de 44 ans, arrivé troisième à l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. Aujourd'hui, il a la charge de présider la destinée d'un parti politique considéré comme une force majeure de l'environnement politique au Cameroun, notamment le PCRN, et député à l'Assemblée nationale du Cameroun, M. Cabral Libri. L'honorable Cabral Libri est notre invité cet après-midi. Président, bonsoir et merci d'être des nôtres. Bonsoir à vous et bonsoir ou bonjour, hein, ça dépend du moment de la diffusion. Absolument. Le décalage aidant. Voilà. Mais bonsoir, bonjour à vous et à vos nombreux téléspectateurs. Alors, Président, vous êtes président du PCRN, vous présidez la destinée de ce parti politique. Et en même temps, vous êtes député à l'Assemblée nationale du Cameroun. Comment se porte le PCRN? Le PCRN se porte bien, nonobstant les soubresauts qu'il est contraint de traverser ou de connaître. Des soubresauts qui lui sont imposés, notamment par ceux qui ont décidé de bordéliser l'État. Donc, vous êtes sans doute au courant que depuis décembre dernier, ce parti fait l'objet de toute forme d'attaque, de persécution. Absolument. Ça a commencé par l'interdiction d'un congrès avec les dommages matériels, émotionnels, humains que cela a pu causer. Parce que vous imaginez que vous mettez des mois à préparer un événement comme celui-là qui doit rassembler plus de 5000 personnes. Des gens se déplacent par centaines de plusieurs pays dans le monde, font des réservations d'hôtels, vous fabriquez des gadgets, vous payez des salles et tout ce qui va avec. Et puis du jour au lendemain, contre toute attente et en se fondant sur des prétextes mais absolument fallacieux et indéfendables, vous êtes privé de tenir, en tout cas interdit de tenir ce type d'événement. Mais bon, on continue. Et depuis lors, la persécution continue. Vous avez sans doute suivi des sorties absurdes de certains membres du gouvernement concernant ce parti ou ma modeste personne. Mais il faut voir le bon côté des choses. Cela renforce mentalement les combattants qui se comptent par centaines de milliers, qui sont membres encartés de ce parti. Et je crois cela renforce aussi la détermination des millions de sympathisants qui croient en notre vision, qui sont attachés à notre vision et qui pensent que celui qui l'apporte, ma modeste personne, mérite leur confiance et je les en remercie au passage. Alors, Président, au sein de votre parti politique, vous parlez de réconciliation. Est-ce qu'on peut espérer une réconciliation entre l'honorable Cabral Libri et le fondateur de ce parti, très affectueusement, Papa Robert Kona? Oui, vous ne pouvez même pas me demander si on peut espérer la réconciliation alors que celle-ci est le viatique même de notre parti. C'est bien le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Nous avons eu au moins 2 occasions de changer ce nom. Le congrès de 2019, auquel celui que vous venez de citer a participé en le président par ailleurs, puisqu'il en était encore le président national à l'époque. On a eu une autre occasion en décembre 2022, lors du congrès extraordinaire qui s'est tenu en Ngaoundéré, dans le bureau de conduite duquel a participé également l'ex-président national. On aurait pu changer, mais nous croyons effectivement à la réconciliation, au-delà même seulement de notre parti. Je ne crois pas que celui qui m'a le plus fait de mal et qui est le plus fait de mal aux Camerounais se nomme Kona Robert. Oui, il est manipulé, le monsieur, par nos véritables adversaires qui, eux, sont les vrais prédateurs, les vrais fossoyeurs de la fortune publique. J'espère que vous êtes au courant, là, il y a quelques jours, ou peut-être même quelques heures, il y a un autre scandale, je fais juste du coq à l'âne, juste une légère digression, de l'affaire Bourbon, après l'affaire Glencore. Absolument. Il y a une autre affaire qui éclate, et je crois que le procès est désormais en cours à Marseille. Il y a 3 pays africains qui sont concernés, dont le Cameroun, et on parle quand même d'une dilapidation de plusieurs dizaines de millions de dollars. Une fois encore, dans la vente du pétrole camerounais. Croyez-moi, les gens qui ont dilapidé cet argent sont à des années-lumière en termes d'offense, si on devait considérer M. Kona Robert. Donc évidemment, le plus facile même, ce sera de se réconcilier avec lui. Moi d'ailleurs, je continue à penser, et je continue à l'appeler mon père, parce que toute chose étant peut-être égale par ailleurs, comme disent les économistes, mais de toute façon, il y a dans le parcours d'un homme politique comme le mien, des gens qui jouent à un moment un rôle déterminant. Dans mon cas, ça a été on peut citer le professeur Nkumvondo, par exemple. Absolument. En 2018,
sans la sollicitude et le soutien de qui, je n'aurais pas pu avoir le parcours que j'ai. On peut donc citer en 2020 monsieur Papa Massardine Albert Feuly, que j'avais contacté le premier concernant le PCRN, et puis il m'a mis en relation avec monsieur Kona Robert. C'est des personnes qui ont joué dans ma vie un rôle clé à un moment déterminant. Et de ces personnes-là, il y en a eu d'autres avant, et il y en aura certainement d'autres après. Vous ne pouvez pas avoir le parcours public, un parcours public, sans qu'il y ait à un moment des gens qui vous tiennent la main, qui vous ouvrent des portes, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent. Et ces personnes, parfois, chemin faisant, prennent des décisions contre-productives ou des destinations différentes de celles que vous avez convenues au départ. Mais au demeurant, il faut pouvoir, et c'est ma philosophie personnelle et que j'essaie de partager à ceux qui me suivent, il faut garder de tous ces gens le meilleur. C'est le plus important. Sur la balance, ce que les gens ont fait de bien pour moi pèse toujours plus que ce qu'ils ont pu me faire de mal. En tout cas, honorable, c'est ce que l'on vous souhaite, de toute façon, qu'il y ait une sorte de réconciliation entre... N'ayez pas de doute là-dessus, et je viens de vous dire, je le martèle encore, que la réconciliation vaudra même au-delà du cadre strictement partisan. Vous savez, les frustrations aujourd'hui, je me permets peut-être de revenir là-dessus, les frustrations au Cameroun aujourd'hui sont telles que nous qui affirmons la prétention de diriger le Cameroun après le régime morbide quarantenaire qui a plongé le Cameroun dans le désastre que nous connaissons, avons la responsabilité de tenir les émotions des Camerounais en respect. Parce que le déchaînement, vous savez, après les frustrations, les blessures, le déchaînement de ressentiment peut être tel qu'on soit plus enclin à régler des comptes qu'à travailler pour le Cameroun. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que l'essentiel est sauf. Le meilleur est devant nous. Le chantier le plus important, c'est de construire le Cameroun. Le chantier le plus important, c'est de poursuivre l'œuvre titanesque, inégalement courageux, qui a été entamée par nos illustres devanciers, notamment ceux qui, parfois, au prix de leur vie, se sont battus pour l'émancipation du Cameroun, se sont battus pour leur vision. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Vous savez, vous et moi, un jour, on ne sera plus là. Absolument. J'aime toujours faire peur aux gens quand je suis dans une veillée mortuaire, en leur disant, vous voyez, comme nous sommes assis là, un jour, nous serons couchés comme l'autre, et les autres seront assis comme nous. Donc, la vie, elle est comme ça. Mais ce qui compte, c'est ce que nous laissons à la postérité. C'est ce dont on parlera en bien à notre égard. Et je doute que dans ce type de perspective, les règlements d'eau comptent, des rancunes, des rancœurs, que ce soit important. Alors, j'en doute. Merci, honorable. Et alors, c'est l'occasion pour moi de marteler encore à ceux qui nous regardent que nous sommes en diaspora, nous sommes à Atlanta précisément, vous y séjournez dans le cadre des activités de Babamna, Bassa, Batimpo, of North America. Alors, étant donné que vous êtes le lead de ce parti politique, le PCRN, c'est quoi la place de la diaspora dans votre projet politique? Alors, dans un ouvrage que j'ai publié en 2021 et dans un autre que j'ai publié en 2024, d'ailleurs, je crois que celui de 2024 se termine même par ça, parce que celui de 2024 a 11 chapitres. Oui. Et le 11e chapitre se termine par un dernier sous-titre qui porte sur la diaspora. Voici ce que je pense de la diaspora. D'abord, en termes de volume, les chiffres officiels au Cameroun, ils nous ont été donnés à l'Assemblée nationale il y a 3 ans, ou 2, je ne sais plus, font état d'environ 5 millions de Camerounais à l'étranger. 5 millions de Camerounais à l'étranger. Évidemment, le plus gros contingent n'est pas américain. Absolument. Il est nigérian, d'ailleurs, je crois. Les États-Unis doivent venir en 3e ou 4e position. Mais toute addition faite, c'est environ 5 millions. Environ. Donc, je suis convaincu que c'est largement au-delà. Je suis convaincu. Déjà, les chiffres officiels de la démographie camerounaise aujourd'hui datent de 2005. Le 3e recensement de la population. Déjà, à l'époque, on disait qu'on était 17 millions, près de 18 millions. Bon, avec un taux de croissance démographique annuel de 2,1%, les simulations les plus réalistes parlent aujourd'hui d'environ 27 millions. C'est bizarre parce que je suis allé au BUCREP, le bureau de recensement, et il y a quelques mois, leur demander le document de mise à jour de ces chiffres et j'ai été surpris
qu'une institution comme celle-là, qui n'est en charge que de la population, ne disposait pas en son sein de chiffres officiels, de mise à jour de la population camerounaise. C'est à se demander comment ils font des projections économiques ou socio-économiques. Mais ce n'est pas le sujet. On est sur la diaspora. Partant donc du postulat qu'il y a environ 5 millions de Camerounais à l'étranger. Donc, en faisant le parallèle avec les 27 millions, pratiquement le 5e de la population. Il y a donc là déjà une force démographique importante. Mais là, on ne parle que de la quantité. Mais parlons de la qualité. Les flux financiers qui sont générés aujourd'hui par la diaspora sont énormes. La plupart d'ailleurs des Camerounais qui se retrouvent dans la diaspora sont un peu contraints de s'y retrouver parce qu'au Cameroun, ils ne se retrouvent pas. Absolument. Ben, l'horizon au Cameroun, il est bouché, mais heureusement, il est ouvert ailleurs. D'ailleurs, hélas, certains jeunes, au prix de leur vie, traversant le désert ou la mer, veulent se rendre dans la diaspora. Mais ceux qui y arrivent, il n'y a pas que la mer, le désert, il n'y a pas que les beaux ailleurs. La plupart, et je crois d'ailleurs la grande majorité, ils y vont normalement pour des études, pour des initiatives multiples. Mais ces personnes, ces compatriotes, aujourd'hui, jouent un rôle socio-économique important. Mais au-delà de cela, il y en a qui ont acquis des compétences incroyables, pour le peu que nous connaissons. Dans l'industrie, dans l'économie, dans la santé. Dans la santé. Dans la santé, c'est important, merci de relever cela. Récemment encore, j'étais en Belgique, c'est une légère digression. J'ai tenu une réunion avec l'association des médecins camerounais qui comptait seulement à Bruxelles plus de médecins camerounais que dans le Cameroun tout entier. Absolument. Maintenant, si vous allez en Allemagne, et ainsi de suite. Donc, en fait, les Camerounais, par la grâce divine, s'illustrent partout dans le monde entier par leur entrain, par leur intelligence, par leurs compétences. Et chaque fois que j'ai pu avoir la chance de discuter avec certains d'entre eux, la majorité brûle d'envie de mettre au service de leur pays ce qu'ils ont acquis ailleurs. Et je crois qu'il faut leur en donner la possibilité. Pourquoi c'est important? Parce que notre pays est dans un tel état, il est si piteux, et les mauvaises habitudes se sont si profondément sédimentées que celui qui va remplacer le président actuel aura à faire face à la lenteur des changements de comportement. Et moi, je pense que la diaspora pourra lui être d'une utilité indicible. Parce qu'injecter aujourd'hui, que ce soit dans la machine administrative, que ce soit simplement dans la machine productive camerounaise, des compétences d'ailleurs, des personnes qui en réalité sont moulées dans une façon de faire haute, portée par l'éthique, portée par l'atteinte des objectifs, portée par la performance. C'est ce genre de personnes, on en aura forcément besoin, en tout cas, je n'arrive pas à trouver le mot, mais de toute façon, en proportion, c'est le mot que je cherchais, en proportion importante. Mais au-delà de cela, il y en a qui veulent investir, tout simplement. Absolument. Aujourd'hui, les pesanteurs bureaucratiques, la corruption qui règne au Cameroun, freine beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux ont noué, partout où ils se trouvent dans le monde, des contacts, des partenariats, qui ne demandent qu'à aller se déployer dans un pays en friche, comme le nôtre. Et je pèse mes mots quand je dis un pays en friche. Et je pourrais même aller au sens propre, parce que seulement en termes fonciers, lorsqu'on évoque souvent la question de l'agriculture, par exemple, le Cameroun aujourd'hui se prévaut quand même de pratiquement 8 millions d'hectares de terres arables, dont à peine 10% sont exploités. Quand je dis 8 millions d'hectares de terres arables, je pourrais peut-être me tromper sur les chiffres décimaux, mais c'est à peu près la même chose que la Malaisie, dont le potentiel est à plus de 85%, la même chose que l'Espagne, l'Allemagne, dont le potentiel est à plus de 95% exploité. Donc, j'ai envie de dire que c'est une forêt vierge, le Cameroun. Et par ce potentiel, le Cameroun, vraiment, qu'il soit foncier,
qu'il soit minier, vous pouvez énumérer d'autres domaines, ne demande qu'à recevoir ces enfants qui ont appris, qui ont acquis un savoir-faire. Donc pour moi, la diaspora est un levier économique, pas seulement un levier social, parce que vous bossez dur et que vous envoyez de l'argent aux vôtres, mais c'est un levier de transformation économique et industrielle du Cameroun. C'est une grâce. Hein. J'ai essayé de faire quelques études comparatives. Tous les pays du monde, en tout cas, oui, dans la partie du monde où nous nous trouvons, le tiers-monde, comme les autres appellent, en tout cas sous nos tropiques, beaucoup de pays ne se prévalent pas d'un tel potentiel. Mais vous savez, par définition, un potentiel n'est rien, tant que vous ne le transformez pas. Et pour le Cameroun, la diaspora est un fort potentiel. Ce n'est pas un potentiel électoral, hein, parce que je pourrais le dire comme ça, on dirait « Ah oui, mais c'est un homme politique qui passe le temps à flatter les gens, il cherche des voix. Non, si on cherche des voix, ce n'est certainement pas à la diaspora qu'il faut venir. Parce que sur les 33 bureaux de vote dans lesquels l'élection présidentielle s'est déroulée en 2018, on n'avait que 30 000 inscrits. Et là, les chiffres de l'ECAM viennent d'être rendus publics. Sur les 755 000 inscrits qu'il y a eu pour la seule année 2025, il n'y a que 8 000 dans la diaspora. Donc ce n'est certainement pas ici qu'on vient chercher les voix. Mais moi, je viens chercher autre chose. Moi, je viens partager avec ces compatriotes le projet que j'ai pour le Cameroun, la vision que j'ai pour le Cameroun. J'ai envie de leur dire, non, ne tournez pas le dos à votre pays. Le moment, il est proche pour vous d'y rentrer et d'y investir. Donc, intéressez-vous à votre pays. Mais pour ça, il faut donc revenir à la banalité, qui est le fameux verrou qu'il y a dans la loi de 68 portant code de la nationalité. La fameuse question de la double nationalité. Vous avez vu, ou la plurinationalité d'ailleurs. Moi, je ne parle pas de double, je parle de plurinationalité. Vous voyez que dans ce que je viens de vous dire concernant la diaspora, le potentiel qu'il représente, en fait, la question de la nationalité devient simplement marginale. Absolument. Parce que vous ne pouvez pas, et j'entends souvent ce discours au Cameroun, dire revenez investir, mais vous voulez l'argent des gens, mais vous ne voulez pas d'eux-mêmes. Parce qu'on sait tous que beaucoup de nos compatriotes, pour s'intégrer dans les pays où ils sont installés, ont dû acquérir la nationalité. On sait ce que ça apporte comme facilité. Si on voit seulement le nombre de ressortissants des pays voisins du Cameroun, qui courent après la nationalité camerounaise, je parle des Tchadiens, des Centrafricains et autres, on comprend aisément que vous installez longuement aux États-Unis pour vous intégrer facilement dans le milieu de l'emploi, l'environnement, l'emploi, et ainsi de suite, que vous ayez changé de nationalité. C'est tout à fait normal. Et puis, de toute façon, c'est une question aujourd'hui. Dans un monde globalisé, c'est tout un autre débat. Mais dans le monde globalisé, et moi, je pense d'ailleurs que cette globalisation est inexorable et il faut que l'Afrique, c'est encore une petite digression, que l'Afrique elle-même saisisse sa part là-dedans. Donc, face à tous ces enjeux, c'est une question banale. Mais on ne sait toujours pas pourquoi le gouvernement s'arc-boute. Enfin, c'est une question rhétorique, on sait pourquoi ils s'arc-boutent. Parce que j'ai bien dit tout à l'heure qu'ils sont 5 millions à l'étranger et que si on donne la double nationalité ou la plurinationalité aujourd'hui, ben on fait de tous ces gens des électeurs. Absolument. Et on se doute que si on a 5 millions d'électeurs là, potentiellement un matin, ça pourrait faire basculer des choses. Mais est-ce qu'on doit bloquer l'avenir d'un pays parce qu'on redoute le comportement électoral de quelques personnes? Non, évidemment. Mais cela s'inscrit dans un manque de vision. Mais en le disant du régime actuel, je ne fais que défoncer une porte ouverte. Voilà. Président, en parlant de la diaspora, il y a nos frères issus de la partie anglophone de notre cher et beau pays, le Cameroun, notamment, qui se sentent toujours jusqu'à présent lésés. Il y a eu cette crise qui a démarré en 2016. Vous avez participé au dialogue national. Mais d'après vous, quelles sont les mesures fortes qu'il faut prendre pour réellement résoudre ce problème anglophone au Cameroun? La première mesure qui est connue de tous, parce que le Cameroun n'est pas le seul pays où une crise de cette nature arrive. Le Cameroun n'est pas le seul pays ou le premier pays où une crise meurtrière de cette nature arrive. Le Cameroun n'est pas le premier ou le seul pays où une guerre se déroule ou s'est déroulée. Pour sortir de ce type de crise, la première solution a toujours été le dialogue. Toujours. Parce que la guerre, c'est connu de tous, on sait quand elle commence, mais personne ne peut prophétiser quand elle va s'arrêter. Absolument. Exactement, sauf s'il est illuminé par Dieu lui-même. Donc, et le problème de la guerre, c'est qu'il exacerbe les frustrations et les colères. Parce que les gens, ils s'entretuent. Et lorsqu'on a tué un proche, le proche de quelqu'un, mais il a envie de faire pareil à son adversaire. Donc, c'est toujours difficile de ramener les uns et les autres à la raison. C'est pour cela qu'il faut démultiplier les moments de dialogue. Des moments
qui servent même déjà par définition d'exutoire, qui permettent aux gens de se retrouver, de se parler. Croyez-moi, c'est jamais facile de mettre sur la même table, autour d'une même table, des gens qui se sont fait la guerre. Mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Il faut le faire. Et c'est pour cela que moi, j'avais participé au Grand Dialogue National, ceux qui n'avaient pas plu à certains, mais de toute façon, il y a des gens à qui ma tête n'a jamais plu et tout ce que je fais déplaît toujours, de toute façon. Et c'est eux qui étaient montés au créneau pour dire pourquoi j'y suis allé, mais déjà, il manque seulement qu'ils demandent pourquoi je suis né un jour. Mais on s'en fout, ils sont marginaux. Mais moi, j'y suis allé, je vois que ça vous arrache un petit sourire. Moi, j'y suis allé parce que je considérais que dialoguer, c'est toujours une occasion, une opportunité qu'il faut saisir. Et je ne suis pas sûr que je me sois trompé. Et pour moi, s'il faut un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième dialogue national, il faut le faire. Même avec d'autres acteurs. On n'est pas obligé de faire 5 dialogues avec les mêmes acteurs. On peut en faire un premier, comme ça a été le cas avec les acteurs qui y étaient. On les change, nous avons un deuxième, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est déjà là. Première chose. Et ce qui sort aussi de ces dialogues, comme résolution, il faut les appliquer. Parce que le premier problème, le gros problème que nous avons avec le Grand Dialogue National de 2019, auquel j'ai eu le plaisir de participer, d'ailleurs, j'étais vice-président d'une commission, notamment celle portant sur les déplacés internes, les displaced, internal displaced persons. Et j'avais d'ailleurs l'honneur, paix à son âme, d'être vice-président du cardinal Christian Toumi. Et j'avais curieusement, d'ailleurs, aussi comme rapporteur, celui qui est aujourd'hui mon principal persécuteur, le ministre de l'administration territoriale. Donc, moi j'ai éprouvé beaucoup de plaisir et je me suis même senti honoré de participer à un moment comme celui-là. Mais, hélas, on ne veut pas aujourd'hui s'arrêter pour faire le bilan de la concrétisation des résolutions qui en sont sorties. Vous avez même des communicants du régime qui trouvent le prétexte à la non-concrétisation de cela en disant ce n'était que des résolutions, ce n'était pas des injonctions. Et même certaines des résolutions dont on a commencé l'application, faisons le point. Moi, en tant que député à l'Assemblée nationale, je me suis démené autant que j'ai pu. J'ai même demandé à un moment, j'ai introduit une résolution, une proposition de résolution de constitution d'une commission d'enquête parlementaire pour qu'on fasse le point. Vous vous rappelez peut-être sans doute, j'ai dû à un moment faire une vidéo qui a déplu à beaucoup de gens sur l'argent qui avait été dépensé et ce qui avait été réalisé sur la base de l'argent dépensé. Ils m'ont appelé au ministère pour me dire que j'avais de faux chiffres. Ils m'ont donné un nouveau document. Croyez-moi, les chiffres sont encore plus faux dedans. Mais il faut donc se parler. Il faut faire le point de l'implémentation des résolutions dont nous convenons lorsque nous nous sommes parlé. Ça, j'ai envie de dire, c'est des mesures immédiates que l'on peut prendre. Mais il y a des mesures structurelles pour que cela n'arrive plus jamais. Et là, on va au fond des choses. La crise anglophone vient de quoi? Je sais que ça va paraître ennuyeux, mais je le fais quand même. La crise anglophone vient de ce que, lorsque le Cameroun devient indépendant, disons en 1959, parce qu'il faut toujours rappeler que la résolution, je ne sais plus, c'est 1557, je ne sais plus, laquelle, la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui accorde l'indépendance à tous les États colonisés, date de 1959. Maintenant, chaque pays derrière choisissait sa date de proclamation officielle. Le Cameroun a choisi le 1er janvier. Mais au moment où le Cameroun proclame son indépendance le 1er janvier, il faut préciser que ce n'est qu'une partie du Cameroun. Pourquoi? Parce que placé sous protectorat allemand en 1884, l'Allemagne va perdre la Première Guerre mondiale. Et en 1916, puis en 1922, le Cameroun, devenu butin de guerre, est partagé par deux des vainqueurs. La France et le Cameroun. La France va prendre une grosse partie qui, elle, va proclamer son indépendance le 1er janvier 1960 parce que ça se situait dans le prolongement de la loi Gaston Defferre de 1956. Et puis, il y a la partie sous domination anglaise, proche du Nigeria, qui est sous un autre régime depuis 1957 qu'il faut régler. Et les Nations Unies vont donc décider d'organiser là-bas ce qu'on appelle un plébiscite pour leur demander de quel côté ils veulent se rattacher, du côté du Cameroun ou du côté du Nigeria. J'ai bien dit que ce serait ennuyeux, mais je le dis quand même parce qu'il y a là des nuances
qui vont expliquer la suite. Le 11 février 1960, ce plébiscite est organisé et il va donner des résultats controversés. Ça aussi, c'est un détail de l'histoire qui échappe souvent à beaucoup. Parce que le fameux Southern Cameroun avait deux parties. Une partie méridionale et une partie septentrionale. Et les Nations Unies, pour des raisons que personne ne comprend, ont sectionné les résultats. Comme la partie septentrionale avait voté majoritairement pour le rattachement au Nigeria, ils sont partis. Et ceux du Sud ont voté pour le rattachement au Cameroun, ils sont venus au Cameroun. Mais si on avait mélangé les deux résultats, ça aurait donné la victoire pour le rattachement au Cameroun francophone. Mais passons. Ahidjo aura quand même décidé du 11 février comme jour de deuil national, jusqu'à ce qu'on remplace le jour de deuil national par la fête de la jeunesse, ce que beaucoup de jeunes ne savent pas souvent. Mais revenons à l'essentiel. Vous m'arrêtez, hein, parfois je fais trop de digressions. Mais en ce moment-là, bien précis, on hérite d'un problème. On hérite d'un problème. Parce que, et c'est là où vous allez saisir la nuance, la partie francophone est sous le régime français de l'indigénat. La partie anglophone est sous le régime anglais de l'indirect rule. C'est totalement différent. La philosophie est totalement différente. On aurait dû régler le problème en ce moment-là en écoutant donc des gens comme Ndele Lifafa, en écoutant des gens comme Augustine Ngomjoa, en écoutant, là je ne cite que les anglophones, en écoutant des gens comme Ruben Oumniobé, qui disaient pourtant que la réunification du Cameroun devait précéder l'indépendance du Cameroun. Et qu'est-ce que ces gens appelaient réunification? C'était que le Cameroun revienne à ce qu'il avait été avant la domination franco-britannique. Que de faire ça, on va se retrouver à Fumban en 61. En octobre 61. Au lieu de résoudre ce problème donc, de la vraie réunification, on crée une autre forme de réunification. En juxtaposant la partie francophone et la partie anglophone. Mais cette juxtaposition va durer 11 ans. C'est curieux. De 61 à 72. Et après, on harmonise, mais en fait une harmonisation de façade. Ce qui va entretenir, dans la partie anglophone, une accumulation de frustrations qui vont donc déboucher en 2016 sur ce que nous vivons. Quand je refais cette petite rétrospective, c'est pour bien mettre en lumière et en relief le problème de fond. Le problème de fond, pour nous, c'est de dépasser ce que la colonisation nous a imposé, c'est-à-dire une structuration clivante de ceux qui parlent français et de ceux qui parlent anglais. On pourrait même dire que ces deux langues symbolisent à elles seules la domination dont nous avons été l'objet. Et nous nous disons, convoquons le fédéralisme, mais autrement. Je vous ai dit, maintenant, on rentre un peu dans les propositions politiques. Parce qu'en termes de propositions, chacun fera la sienne. Mais voilà ce que nous proposons, nous qui sommes au PCRN, moi en tant que leader politique. Je dis, convoquons le fédéralisme, je suis totalement d'accord. Pourquoi? Parce que le fédéralisme n'est pas à confondre avec l'État fédéral. Le fédéralisme, je vais arriver à la communauté tout à l'heure, mais le fédéralisme, par définition, est une doctrine. Comme la plupart des mots qui se terminent en isme, le capitalisme, le socialisme, bon, vous me direz le banditisme aussi. Le banditisme n'en fait pas partie, ce n'est pas une idéologie non plus. Mais le fédéralisme, c'est une doctrine. Chaque État décline cette doctrine selon ses réalités. C'est le cas en Allemagne, en Suisse aussi. C'est le cas en Allemagne. Et en Suisse. C'est le cas en Suisse avec les cantons. C'est le cas ici aux États-Unis avec des États. Parce que le Nigeria voisin. Le Nigeria voisin avec ses réalités. C'est le cas en Éthiopie avec les tribus. C'est le cas au Liban avec les communautés religieuses. Donc chaque État, selon ses réalités, articule sa doctrine fédéraliste à quelque chose. Mais de quel État il s'agit? C'est des États de diversité. C'est des États de diversité. En réalité, un État de diversité, pour s'organiser de façon productive et durable, doit convoquer le fédéralisme. C'est ce que nous disons. Donc il n'y a pas de tabouisation du fédéralisme, comme semble le faire le régime actuel, qui s'arc-boute sur l'unité, enfin, le système unitaire. Parce que c'est encore... donnant même l'impression que le fédéralisme, c'est contre unité. Non. Le fédéralisme, c'est une doctrine politique qui vise à mettre ensemble une diversité sociologique dans un espace partagé. Mais chaque fédéralisme ou chaque État applique son fédéralisme à sa façon. Et nous nous disons au Cameroun, sur quoi faut-il, pour dépasser la crise anglophone, mais définitivement, sur quoi faut-il articuler et indexer le fédéralisme? Nous disons à la communauté.
à la communauté. La communauté qui n'est pas l'ethnie. Absolument pas. Ouais. Ce qui définit, distingue, singularise et particularise l'ethnie, c'est la langue. La langue. Si vous dites « je suis Bassa », en fait, vous êtes ce que vous parlez. Si vous dites « je suis Tupuri », vous êtes ce que vous parlez. Par contre, si vous dites « je suis Bamileke », vous ne désignez pas votre ethnie. Parce que vous ne désignez pas ce que vous parlez. Absolument. La langue Bamileke n'existe pas. Il y a une langue Bafoussam. Il y a une langue Batoufam. Enfin, je crois que c'est le fait qu'on parle. Oh, mais enfin, je veux dire... Mais il n'y a pas de langue Bamileke. C'est comme si vous disiez « je suis Betty ». S'organiser en communauté en général. En fait, le Cameroun doit s'organiser en communauté. C'est pour cela d'ailleurs que le Cameroun se fait appeler Afrique en miniature. Plutôt que de courir de façon effrénée après l'État unitaire, courons après notre diversité. Dieu n'était pas fou. Il a fait de nous un État de diversité. Le Cameroun, pour nous, ne sera puissant que lorsqu'il s'ancrera profondément, s'enracinera profondément dans sa diversité. Et cette diversité, nous devons l'entretenir au travers des communautés et de façon simple. Ce qu'il faut faire, c'est ceci. Faire disparaître d'abord les 10 régions actuelles, qui n'ont aucun sens. Parce que quand vous dites « je suis du centre », c'est mon cas. M'avez-vous un jour entendu dire que j'étais centriste? Pas du tout. Et un gars de l'Ouest, ouestiste? Pas du tout. Ben bon, on dit quand même sudiste et nordiste. Mais comme, tant qu'à faire, disons-le de tout le monde. Parce que ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens au Cameroun, nous le savons tous, c'est d'abord la commune. La commune au Cameroun est carrément ethnique. Et pour le rappeler, je précise souvent que les noms des communes du Cameroun portent les noms des ethnies. Quand vous dites « je m'en vais à Douala », vous oubliez que vous êtes en train de dire « je m'en vais à Bassa » ou à Eton. Absolument. Quand vous dites « je m'en vais à Bafia », c'est comme si vous disiez « je m'en vais à Tupuri ». Ça n'a tué personne. Le découpage des départements au Cameroun est quasiment ethnique. Soit mono-ethnique, cas du Nyong-Ekele, tout le monde parle Bassa, je viens de là. Soit pluri-ethnique, c'est par exemple le cas du Mayo Danaï. Le Mayo Danaï, c'est les Peuls, c'est les Tupuri, les Giziga, je crois. Mais vous les retrouvez également dans le Mayo Kani qui est en face. En fait, ce qu'il faut faire au Cameroun, et c'est ça pour moi la solution définitive à la crise anglophone, c'est d'enlever les 10 régions, de transformer les 58 départements actuels, qui eux sont faits sur un découpage communautaire en régions, puis agglomérer les départements voisins qui sont similaires. Et si vous faites ce travail, vous mettriez facilement, comme je viens de vous le dire, le Djaï et le Boelan-Villa au sud, le Nyong-Eso et la Mefo-Yakono au centre, le Mayo Danaï et le Mayo Kani à l'extrême nord. Je pourrais vous prendre d'autres exemples dans le nord, ainsi de suite, pour aller vite. Vous n'auriez plus 58 départements, mais en fait une trentaine de régions. Et vous mettez donc maintenant en place une politique d'intégration nationale pour que nous apprenions à nous connaître et que nous apprenions à tirer le meilleur de nous. Vous voyez, dans ce que je vous propose là, on ne parle plus de francophone, anglophone. Parce que ça, c'est une solution banale, mon cher. Il suffit que dès l'année prochaine, on décide qu'au Cameroun, tous les enfants qui vont à l'école apprennent dès la première section de la maternelle le français et l'anglais. Vous avez 25 ans plus tard, c'est une génération de personnes qui ne savent plus faire la différence entre le français et l'anglais parce qu'à l'école, ils auront fait la chimie le matin en anglais, l'histoire le soir en français. Mais pour ça, il faut harmoniser le système éducatif dont on annonce justement l'harmonisation depuis les États généraux de l'éducation de 2006, enfin de 96. J'étais encore au lycée, de 96. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, vous avez toujours des lycées où d'un côté de la cour, on a 3 diplômes, le BPC, le probatoire et le bac, et de l'autre, on a 2 diplômes, le GCIO et le GCIE. Et personne ne trouve ça scandaleux. Mais c'est facile de régler ça. Et vous construisez donc un pays qui est cette fois ancré sur sa réalité, tel que Dieu qui nous a créés l'a voulu. Mais vous avez toujours des gens qui, eux, pensent qu'il faut perpétuer la colonisation en faisant 2 États dont l'un parle anglais, l'autre parle français. Non, profitons plutôt, et ça peut paraître cynique de dire les choses comme ça, mais profitons peut-être plutôt de la guerre pour résoudre un problème qu'on aurait dû régler depuis. Parce que je présume que vous avez un véhicule. Et vous savez que les pannes, les défauts de fabrication provoquent toujours des pannes de roulement. Vrai ou faux? Vrai. Vous fabriquez mal un engin,
il va toujours avoir des pannes de roulement. Le Cameroun, c'est à peu près ça. On a mal fabriqué le Cameroun au départ. La crise anglophone n'est qu'une panne de roulement parmi tant d'autres. Profitons de cette crise, de cette panne de roulement, pour régler le défaut de fabrication. Arrêtons les saupoudrages. J'ai été un peu long, mais je crois que c'était important. Merci, honorable. De toute façon, vous en parlez dans votre livre paru en 2021, Fédéralisme communautaire. C'est un livre, un ouvrage de 400 pages, 200 pages pour la version française et ensuite 200 pages pour la version anglaise. Au regard de l'actualité au Cameroun en ce moment, on sait qu'il y a une sorte de conflit entre MINSEP et FECAFOOT. Pensez-vous qu'il faut revenir sur la convention de 2015 pour permettre aux deux parties de prendre ses responsabilités? Oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord. Mais enfin, ça, c'est ce qui découvre aujourd'hui. Moi, lorsque je m'intéressais encore beaucoup aux questions footballistiques, je l'avais dénoncé en son temps et ça m'a valu d'ailleurs les foudres de mes maîtres universitaires, dont le professeur Ouna, paix à son âme, qui estimait qu'à l'époque, je ne manquais pas de toupet de m'attaquer à mes maîtres, mais je trouvais que ce truc n'avait absolument aucun sens. Mais bon, enfin, ce n'est pas le seul truc qui n'a pas de sens au Cameroun. Donc il faut absolument réviser cette convention et je crois que la crise actuelle le démontre à suffisance. La FECAFOOT elle-même, elle est disposée à cela. La FIFA a même demandé que ce soit révisé pour accorder à la fédération sportive qui gère le football son autonomie. Elle jouit d'une délégation de service public, comme toutes les autres fédérations sportives, et il faut lui laisser la latitude de faire son travail. Et la crise actuelle n'est que la traduction de ce chevauchement qui n'a pas de sens. Moi, je vois, ça fait des gorges chaudes, les gens reviennent dessus. Il y en a même qui m'interpellent, me demandent, mais pourquoi tu n'en parles pas? Mais moi, j'ai beau analyser le truc, je cherche le bout par lequel je vais dire quelque chose de sérieux que je n'ai jamais dit et je ne trouve pas. Parce qu'il y a juste une question simple. La fédération doit assumer ses responsabilités. L'État doit exercer son autorité. Mais vraiment, pour faire court, il y a un match qui se joue au Cameroun. Je ne sais pas à quel moment cette émission sera diffusée, avant ou après le match. Mais déjà, pour le match Cameroun-Namibie, moi, je suis un vert ou jaune dans l'âme. Je souhaite que nous gagnions, même si on joue dans l'espace en lévitation. Mais qui est propriétaire des stades? L'État. C'est l'État. Comme dans tous les... peut-être pas tous les pays du monde, parce qu'ici, nous sommes dans des pays où les clubs ont des stades. Mais dans un pays comme le Cameroun, le propriétaire des stades, c'est l'État. Même si ce sont des faux stades. Parce qu'au Lembe, c'est un scandale historique. Japoma, c'est un scandale historique. Je crois que face à la gabégie qu'il y a eu dans ces infrastructures, même le diable leur dit chapeau, en termes de banditisme économique. Mais revenons à ce qui vous fera moins rire. Revenons sur les responsabilités ou l'autorité de chacun. C'est l'État qui a les stades. La CAF qui organise le match, par le truchement de la FECAFOOT, dit à l'État, je veux un stade. L'État lui dit dans un premier temps, tu vas jouer à Douala. Et puis, il lui dit, non, Douala a des problèmes, tu vas jouer à Yaoundé. Il faut jouer à Yaoundé. Pourquoi la CAF choisit des stades dans des pays des gens? J'ai envie de poser la question prosaïquement comme ça. En fait, l'État, un État sérieux, devait dire à la CAF, monsieur la CAF ou madame la CAF, je ne sais plus, je vous ai montré un stade où le match doit se jouer. Si vous estimez que vous ne pouvez pas le jouer, ben alors délocalisez votre match. C'est tout. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais ils ne vont pas jusque-là. Leur autorité, c'est seulement pour interdire les congrès des partis comme les nôtres. C'est seulement pour persécuter des gens, voler de l'argent. C'est là que tu vois leur autorité. Mais là où il faut affirmer l'autorité de l'État, ben, ils sont absents. Mais bon, qu'attendez-vous des bandits à col blanc? De l'autre côté, la FECAFOOT qui doit assumer ses responsabilités. Il y a une chose qui se répète sans cesse. Avant le match contre la Namibie, il y a eu le match contre l'Angola. Dans la préparation de ce match, il y a eu une ingérence de l'État à nul autre pareil. Ça a même commencé avec déjà même la désignation du coach. Ben, on a là, c'est un ovni. Dans quel pays du monde le coach d'une équipe nationale tient des propos aussi désobligeants que ceux qui ont été tenus par ce monsieur envers le président de la fédération. Envers le président de la fédération. Mais alors, la fédération ne devrait pas aller d'ingérence en ingérence. La réglementation FIFA et de la CAF a prévu un protocole pour ça.
et des sanctions, en tout cas des dispositifs et des dispositions. Mais la FECAFOOT ne les active pas. Au lieu de cela, à quoi on assiste donc? Un État qui n'assume pas, n'exerce pas son autorité, et une fédération qui n'assume pas ses responsabilités. Et on nous offre donc un spectacle absurde, inutile, sans aucune portée, ce qui donne l'impression à des personnes comme moi qu'il s'agit ni plus ni moins que d'une distraction préméditée, pensée et organisée. C'est aussi simple que ça. Une fois que je l'ai dit, je n'en dis pas plus. Comme quoi, il faut revisiter tout simplement la Convention de 2015. Je vous ai dit, j'en disais pas plus. Sinon, voilà, je tombe dans la distraction. Voilà. Alors, une dernière, honorable Cabral Libby. Est-ce que l'honorable Cabral Libby sera candidat en 2025 pour les élections présidentielles au Cameroun? Ma candidature, l'intention de ma candidature est déjà déclarée. Donc, pour être candidat, il faut que mon parti m'investisse. Il y a deux hypothèses. La première, c'est que mon parti m'investisse. Nous avons des statuts et un règlement intérieur qui fixe les modalités de validation d'une candidature au sein de notre organisation politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Donc si ma candidature est validée par mon parti, alors je serai candidat à l'élection présidentielle. Il y a aussi que ce parti, je l'ai inscrit dans une démarche coalisée qui est l'ATP, l'Alliance pour la transition politique au Cameroun, qui est présidée par le professeur Olivier Billet. Nous avons, au sein de cette coalition, signé un manifeste qui régit notre fonctionnement. Et là-bas aussi, il y aura peut-être probablement des candidatures multiples. Donc il y a là, j'ai envie de dire, une sorte de double filtre. Mais bon, au niveau de l'ATP, les discussions sont encore en cours et j'espère que nous nous accorderons sur quelque chose de solide véritablement d'ici les élections. Mais ça, on met... ça ne dépend pas de nous, quoi, directement, parce que c'est plusieurs personnes qui y travaillent. Donc, mais pour répondre directement à votre question, la réponse est oui, si mon parti politique, le PCRN, valide ma candidature. Alors, honorable, puisque nous parlons de la diaspora, vous venez d'assister à Atlanta au deuxième congrès annuel de Babamna, Bassa Batimpo of North America. Alors, comment avez-vous trouvé cet événement dans l'ensemble? D'abord, j'ai trouvé que c'était bien organisé, c'était professionnellement organisé. C'est le lieu de saluer le comité d'organisation, le président déjà de l'association, Babamna, le docteur, professeur Zaché Pouga. Je dis docteur, professeur, j'insiste là-dessus parce qu'il mérite. Il le mérite. Ouais. Il a été, je crois, il y a 2 ans, dans le top 40 des avocats américains de moins de... 50 ans. De moins de 40 ans. 40 ans. D'ailleurs, je crois de top 20 des avocats, des jeunes avocats américains de moins de 40 ans. Il est avocat à New York. Quelqu'un qui a grandi au Cameroun, qui a commencé ses études à l'université de Douala et qui se hisse à ce niveau de compétence-là, il faut saluer. Et depuis 1 an, il est également professeur, chef de département d'ailleurs, du département de fiscalité, du droit fiscal à l'université de New York. Donc on n'a pas beaucoup de nos compatriotes. Et il a moins de 40 ans, c'est un petit frère. Hein. Donc on n'a pas beaucoup de compatriotes qui retentissent autant, qui rayonnent autant. Et je crois qu'il est une source d'inspiration pour beaucoup. Donc il est le président de l'association et puis il a son homme de main, M. Nonga, Alain Nonga, qui a été l'artificier de l'organisation de tout cela. Pour moi, ça a été un bon moment de retrouvailles aux côtés du professeur Bayebek, le célèbre professeur Bayebek, aux côtés de l'homme d'affaires Perial Nyodok, aux côtés de la brillante jeune comédienne Frida Choco au bronzé, de la brillante entrepreneuse, il faut aujourd'hui dire comme ça, Coretta Milène. Il y a eu une conférence à laquelle j'ai participé avec beaucoup de bonheur sur la projection que cette communauté se fait. Moi, je suis le chantre du fédéralisme communautaire. Enfin, on en parle dans cette émission. Donc, serais-je légitime de parler de fédéralisme communautaire pour tout le pays
si moi-même j'étais hors de ma propre communauté. Je viens moi-même d'une communauté que j'assume totalement, c'est la communauté Bassa Mpo-Bati. Elle n'a pas un nom générique, hein, comme les autres communautés. La communauté Bamileke, ça a un nom, Bamileke, Beti. Bon, les Bassa, bon, vous savez, c'est jamais facile. Hein. Ils n'ont pas pu trouver un nom. Ils ont préféré trouver un nom composé avec des traits d'union pour que tout le monde apparaisse. Mais bon, enfin, eh bien, effectivement, chaque communauté a sa spécificité. Donc c'était avec beaucoup de bonheur. Les travaux ont été bien menés, puis il y a eu le moment festif auquel j'ai assisté avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je crois vous y avoir aperçu. Tiens, absolument. Prestant très brillamment, d'ailleurs, aussi. Merci. Donc, c'est un bon moment. Et je crois que, moi, je suis totalement d'avis. J'ai vu la All Bamileke Conference qui se tenait, d'ailleurs, je crois, au même moment à Dallas. J'ai vu que les Sawa organisent quelque chose dans ce sens l'année prochaine. Il y a le Ilibeti qui se tenait le lendemain, d'ailleurs, aussi à Washington. Donc, moi, j'encourage cela. Vous savez, moi, je suis contre cette hypocrisie. Nous naissons de quelque part, nous sommes de quelque part. Dieu n'était pas fou de faire de nous un pays de diversité. Soyons fiers de notre diversité. Célébrons notre diversité. Sortons du schéma colonial. D'ailleurs, dans l'ouvrage dont vous avez parlé, qui est publié en 2024, je parle de la décolonisation du système éducatif. Figurez-vous, dites-moi, vous êtes quoi? Moi, je suis Bamileke du Ndé. Non, mais c'est Banganté. Banganté, exactement. Vous êtes Banganté. Absolument. Ah, le Ndé. Noblesse. Dignité, élégance. Dignité, élégance. Voilà. Moi, je suis Bassa. Ça veut dire que je sais très peu de choses des Banganté. Très peu. Si ce n'est qu'ils sont teigneux, c'est pas ça? Bah, en quelque sorte. Ah ben voilà. On dit ça, je crois, absolument. des Banganté. Vous voyez, c'est un cliché. Qu'est-ce qu'on dit des Bassa? Ils sont sorciers. Ils sont méchants. Donc, tiens, devant vous là, vous auriez donc en face de vous un méchant sorcier. Tiens, qui pourrait à tout moment vous balancer un son, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit des Bamileke? Ils sont bandits. Oui. Ils achètent les terrains, ils volent les terrains. Les terrains. On dit des Sawa qui sont vantards. On dit des Étones qui ont des minutes de folie, je crois, et bouffent le savon. Des bêtises globalement qui sont sous l'art, ainsi de suite. Ben, vous voyez, des Bamoun qui ont deux têtes. Deux têtes. Ben, est-ce que vous vous rendez compte que nous ne nous connaissons qu'en termes de clichés? Et nous perpétuons nous-mêmes une perception péjorée de nous-mêmes. Et il y a même des alternimes. Les Bosniaques, les Mvele, les Blobolobo. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes dans la perpétuation de ce qui nous détruit. Et ça se transmet de génération à génération. Pour une raison toute simple. C'est qu'il n'y a au Cameroun, à l'école, aucune matière intitulée connaissance sociologique du Cameroun. On devrait nous l'enseigner à l'école. À l'école, dès le bas âge, on devrait me dire, tu es né dans un pays de diversité. À côté de toi, il y a les Banganté. Voici l'histoire des Banganté. Voici les mythes Banganté. Voici ce qu'ils aiment. Voici ce qu'ils n'aiment pas. Voici... Savez-vous pourquoi les Bafia ne mangent pas la tortue, par exemple? Non, pas du tout. Ah ben vous le savez, mais vous savez quand même qu'ils ne mangent pas la tortue. Absolument. Mais personne n'a jamais pris la peine de vous expliquer pourquoi. Regardez les pays où vous êtes. Regardez comment ils entretiennent les lieux de mémoire. Regardez comment ils entretiennent leur narratif historique. Parce que c'est ça qui forge l'Américain de demain. Nous, on est passé à côté de ça. On est même aujourd'hui dans des choses absurdes. Parce que depuis 2009, je crois que le Cameroun a créé des départements de langue et culture nationale. Ça, aussi, ça il faut le saluer. Oui, je ne fais pas que critiquer. Oui. Ça, c'est bien. Oui, mais enfin, en même temps, ils enseignent sur une dizaine de langues, alors qu'il y a au Cameroun plus de 300. Plus de 300. Et... Mais en tout cas, c'est bien. Mais quand même, quand on lance le concours de l'école normale, intéressez-vous aux chiffres. Vous verrez que le chiffre cumulé d'enseignants d'espagnol, d'anglais, de français, de mandarin, de grec, d'italien est parfois 10 fois plus élevé que le nombre cumulé d'enseignants
recrutés pour enseigner langue et culture nationale. Dans quel pays du monde vous avez vu ça? Et quand je pose la question au ministre de l'Enseignement supérieur, enfin, au ministère, je n'allais pas discuter directement avec lui, les gens ils me disent, oui, mais ces pays nous donnent des bourses. Je dis, mais c'est quelle mendicité ça? On en est même aujourd'hui, mais là c'est une digression. J'étais au Canada il y a quelques mois, non, moins d'un mois, d'ailleurs 1 mois seulement. J'y ai rencontré le major du bac de l'an dernier au Cameroun, le major du bac 2023 au Cameroun. Que fait-il au Canada? Il a reçu une bourse. Mais dites-moi, à votre avis, pourquoi les pays occidentaux continuent à donner des bourses d'études à nos meilleurs cerveaux? À votre avis? C'est pour perpétuer la domination. C'est évident aux yeux de tous. Si aujourd'hui, en fait, nous nous détestons, si aujourd'hui tout le monde évoque le tribalisme, même le mot communauté pose problème, alors que Paul Biya a publié en 1987 un ouvrage intitulé Pour le libéralisme communautaire. Apparemment, c'est quand moi je publie le fédéralisme communautaire que tout le monde veut s'arracher les cheveux et les habits. Mais, pour finir, je crois que, là encore, c'est un avatar de la colonisation. Parce que figurez-vous, mais peut-être vous ne vous y êtes jamais intéressé, mais on rebobine encore l'histoire. Lorsque le colon arrive sur la terre camerounaise, africaine globalement, mais la terre camerounaise, à qui fait-il face comme résistant? Ou à quoi fait-il face? Il a face à lui une résistance organisée par ethnie et par communauté. C'est très clair. Il y a 2 ouvrages que je conseille aux jeunes. Un ouvrage assez ancien sur l'histoire de la création du Cameroun, publié par un historien, Adalbert Ouna, il est décédé aujourd'hui, paix à son âme, et un ouvrage beaucoup plus récent, d'il y a 2 ans seulement, sur les oubliés de la résistance, publié cette fois par Joseph Ouna, lui aussi, paix à son âme. Vous verrez, il donne les noms. Vous voyez, un résistant comme Oba Abeti, un résistant comme Mbaratoua, qui a fondé la ville de Bertoua, et ainsi de suite. Vous verrez, il met en relief les parcours de ces gens. Mais pourquoi le colon nous a battus facilement, en fait? C'est qu'il avait face à lui une résistance ethnique et communautaire. Donc, chaque fois qu'il en avait fini avec une résistance ethnique et communautaire, il passait à une autre. S'il avait trouvé sur la terre camerounaise une coordination de ces résistances, si ces résistances avaient su construire des ponts entre elles, le colon n'aurait jamais gagné. Et c'est pour ça que le colon a pensé à ce moment bien précis de mieux nous diviser pour mieux régner contre nous. Il a donc érigé des cloisons entre les ethnies et les communautés, au point qu'aujourd'hui, nous les perpétuons nous-mêmes avec bonheur. Moi, je n'aime pas. Vous savez, un parent dira facilement à sa fille, amène-moi tout, sauf un garçon de telle ethnie. Qu'est-ce qui résonne dans son esprit? C'est les clichés. Et quand même, vous savez, quand même le Bassa serait, disons, un peu méchant et sorcier. Oui, mais on va le tuer pour autant pour ça. Bon, mais si Dieu l'a créé comme ça, bon, disons même que Dieu l'a bien créé, puis à la base, on était tous bien créés, c'est le diable qui nous a gâtés. Bon, maintenant, c'est le diable qui nous a gâtés, chemin faisant. Qu'est-ce qu'on fait? On nous extermine pour qu'il n'y ait plus de méchanceté et de sorcellerie, ou bien on apprend quand même à vivre avec nous. Et puis, de toute façon, tous les Bassas ne sont pas sorciers et méchants. Donc, enfin, évidemment, tout ça, c'est des clichés. C'est des choses qui ont été séminées dans nos esprits, dans nos consciences, qui ont été perpétuées par la philosophie coloniale pour nous monter les uns contre les autres, pour que jamais nous nous fusionnions, pour que jamais nous nous fédérions, pour que jamais nous ne soyons puissants. Donc, moi je dis, n'ayez pas honte, monsieur le Banganté, de dire je suis Banganté, de parler le Banganté. Mais est-ce que vous imaginez qu'un pays comme le Cameroun, si on devait mettre aujourd'hui en service des applications de traduction de notre langue, aujourd'hui il y a Google Translate. Oui. Mais à quand est-ce que nous nous lèverons pour mettre sur Google traduction Banganté Bassa, Douala tout pourri? Vous imaginez le chantier que cela peut être? Est-ce que vous vous rendez compte que votre enfant que vous feriez ici, je ne sais, avec une Américaine ou une Paraguayenne, vous pourriez lui apprendre le Banganté parce qu'il est tout le temps sur son ordinateur et sur son téléphone, parce qu'il apprendra à traduire l'anglais, par exemple, au Banganté, et que tu pourrais, d'ailleurs, toi-même, excuse-moi de te tutoyer, mais ça a été le cas depuis le début de l'émission, toi-même, improve, il fallait bien que je parle anglais avant de partir, improve
improve ton propre level in English. Donc, ou une baganté, tiens. Donc, je crois qu'il y a là un chantier et des possibles énormes que parfois nos consciences, bloquées par la philosophie coloniale, n'arrivent pas à intégrer. Soyez fiers d'être Banganté, je suis fier d'être Bassa. Et cette diversité fait de notre pays, dont nous sommes tous les deux fiers, un pays puissant et difficile à battre. Parce que lorsque nous le défendrons, nous convoquerons ce que le Bassa apporte, nous convoquerons ce que le Banganté apporte, nous deviendrons imbattables face à n'importe quel ennemi. Merci, honorable. Et on aura l'occasion à l'instant de regarder quelques temps forts de l'événement Babamna avec une prestation de Frida Shoko que vous appréciez très bien d'ailleurs. Ah oui, moi c'est un jeune talent qui m'impressionne. N'allez pas penser que c'est parce qu'elle est Bassa. Rien à voir. Oui, mais c'est parce que je lui trouve un talent extraordinaire. Je ne l'avais jamais rencontré, c'est à la faveur de cet événement. C'est bizarre, on vit tous les deux au Cameroun, mais je l'ai rencontré pour la première fois qu'ici. Je lui ai demandé qui lui faisait tous ces contenus. C'est une jeune dame qui est capable, mais pratiquement tous les jours ou plusieurs fois par jour, de vous faire un nouveau contenu qui vous accroche, Elle a une imagination débordante. Dans un pays normal, on devrait célébrer cette... Des gens comme ça, on en ferait des stars, des milliardaires. Parce que c'est du génie. Mais on en a plusieurs comme ça. Moi, quand je regarde, je regarde souvent Haricot Beans. Bon, ben, c'est un gars, il m'a scié de trucs. Il a un truc là, il apprend aux gens à conduire. Fingon Tralala, il y a un truc que j'oublie jamais, là où il demandait à quelqu'un de lui écrire une demande d'emploi pour aller au port, et il disait de reformuler, comment saurais-je, des trucs comme ça. Vous savez, ça reste dans mon esprit. Donc, Frida Shoko Bronzé fait partie de cette nouvelle génération de génies. S'il y avait une vraie politique culturelle au Cameroun d'encadrement et d'accompagnement de ce type de talent, et je salue encore une fois de plus Babamna de l'avoir invitée, et j'espère qu'eux-mêmes, ça leur a permis de toucher du doigt et de près ce qu'elle fait, et peut-être, je l'espère, qu'elle recevra un soutien conséquent pour qu'elle puisse aller plus loin. Je lui ai fait un message il y a quelques jours en lui disant, quand tu seras très riche et très grande, si tu me croises quelque part avec ta Ferrari, arrête-toi quand même et dis-moi bonjour. Ah, merci, Président. C'est tout ce que je lui souhaite, d'avoir une carrière éclatante. Honorable, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis, sachez que vos victoires seront toujours les nôtres. Ah ben ça m'enchante de l'apprendre. Un leader politique qui reçoit du soutien et n'a pas meilleur carburant. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Continuez de nous regarder, c'est Inside America, et sachez que votre fidélité nous honore. À très vite.